Bonjour, vous assistez aux rencontres auteurs du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Nous sommes confinés, l'édition 2020 a lieu en version digitale. Dans quelques instants, je vais échanger avec Catherine Zambon autour de son livre Nous étions debout et nous ne le savions pas, paru aux éditions La Fontaine. Prolifique, Catherine Zambon, littérature, livres pour enfants, pièces de théâtre, mais également ateliers d'écriture, de lecture, résidence. La transmission et le partage animent cet auteur au parcours intense et pluriel. Dans son nouveau livre, elle donne à voir la voix de dizaines de militants, de personnes de tous les âges et de tous les profils, engagés dans des luttes écologiques et sociales. Livre théâtral, choral multiple, il montre les personnalités derrière les combats de cette nature. Politique, cette parole libérée des discours met en lumière l'humanité derrière les causes, la solidarité et la prise de conscience, individuelle d'abord, puis très vite collective et joyeuse. Bonjour Catherine Zambon. Bonjour. Merci donc d'accepter cet exercice un petit peu particulier dans une situation particulière. Très confinée. Alors, qu'est-ce qui vous a amené le climat social porte justement pas mal aux questions militantes et politiques. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre, à donner cette visibilité à ces voix? En fait, c'est un peu, comment dire, j'avais écrit un texte précédent qui s'appelait Les Agricoles et pour lequel j'avais été amenée à vivre avec des familles d'agriculteurs en Lozère et j'ai vécu avec eux presque 6 mois. Parce que je voulais écrire un texte de théâtre, je n'écris que du théâtre. Hein. Je voulais écrire un texte de théâtre sur le monde rural. Et en fait, au cours de cette immersion qui a été très, très, très intense pour moi, j'ai vécu essentiellement auprès d'éleveurs et d'éleveurs vachers, des vaches pour la viande ou pour le lait. Donc j'en suis revenue totalement différente puisque j'ai compris qu'être éleveur, c'était amener la vie, mais c'était aussi bien malgré soi, amener la mort. Et j'ai été amenée à apporter avec mes amis éleveurs des vaches à l'abattoir. Et là, ça m'est tombé dessus. C'est-à-dire que j'ai compris la violence, absolument, la barbarie de ces fins de vie. Et j'avais déjà une conscience assez forte sur le monde animal, mais pas plus que ça. Mais quand même, je suis revenue totalement bouleversée parce que voilà, donc j'ai pas vu une mort animale, mais j'ai compris combien c'était barbare. Je suis revenue chez moi en Picardie et chez moi en Picardie, il y a la ferme dite des 1000 vaches. Donc cette ferme cette usine où il était question de mettre 1000 vaches et 750 veaux, donc presque 2000 bêtes. Et c'était en plein moment du début de cette révolte, de cette opposition. Et donc là, sensibilisée comme je l'étais à la cause animale depuis mon passage en Lozère, j'ai pas pu faire autrement que d'aller rejoindre ces militants. Et là, je suis tombée vraiment totalement, pas émerveillée, mais de voir que ces militants qui étaient là-bas sur la ferme usine des 1000 vaches, c'était un petit village, donc des gens, ça allait de 50 à 75 ans, étaient là. Et un jour, il a fallu s'opposer, il a fallu occuper le site. Et pour la première fois de ma vie, j'ai occupé un site. Jusqu'à là, j'avais fait des pétitions, des manifs, mais jamais une occupation. Donc on a vu les gendarmes de très très près, on a été un peu bousculés, pas trop violemment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais néanmoins, ça m'a mis face à qui on est, qui sont ces gens qui sont quand même capables de passer 4 nuits, 4 jours, qui quittent leur maison, qui ont 75 ans, 50, qui n'ont jamais été militants. Qui sont ces gens-là? Et petit à petit est venue l'idée de rendre un hommage à ces gens-là dont on parlait mal dans les médias à ce moment-là, dont on parle toujours mal de toute façon. Et donc j'ai eu envie de rendre un immense hommage à ces gens. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu envie de rendre un hommage, j'ai eu envie de savoir qui c'était et surtout, pour eux, qu'est-ce que ça modifiait profondément dans leur vie de devenir militant, de s'opposer? Qu'est-ce que c'était? Comment on s'appelle? Est-ce qu'on est un opposant? Est-ce qu'on est un militant? Est-ce qu'on est un résistant? Qui on est quand on fait ça? Donc petit à petit, comme j'étais un peu plus intégrée de manière nouvelle mais forte dans le mouvement militant, j'ai pu avoir accès à d'autres camarades. Donc j'ai fait un petit tour de France des lieux militants et j'ai posé cette question, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change que d'être un opposant, un militant, un résistant? Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça a modifié dans votre vie? Et essentiellement, j'ai recueilli des témoignages de gens plutôt
âgés, hein, il y a souvent des jeunes gens dans les luttes et des gens aux cheveux gris, comme on dit. Donc j'ai interviewé beaucoup de gens de mon âge, on va dire, mais aussi, bien sûr, beaucoup de gens beaucoup plus jeunes, comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure. Et voilà, donc j'ai tricoté ce texte à partir de ça, mais avec cette vraie volonté de dire non pas pourquoi on lutte, parce que ça, je crois que c'était une telle évidence, mais qu'est-ce que ça fait lutter. Et tous les témoignages que j'ai recueillis, peu ou prou, amenait cette magnifique chose qui était que ça met debout, quoi, que ça met debout, que ça rend heureux, que ça redonne des forces de jeunesse, qu'on était comme ça à 15 ans et on l'avait oublié. On avait été une femme qui avait une grande gueule quand on était à l'école et puis on s'est marié, on a fini par la fermer. On était un mec super attentif quand on avait 20 ans et puis finalement on a fait notre vie, on a gagné du pognon et puis on est devenu con, on a tout arrêté et on recommence. Voilà. Donc tous ces témoignages étaient très concordants sur cette espèce de joie de vivre et c'est devenu effectivement, j'ai fait un texte assez composite de ça, assez choral. Très choral, effectivement, et on sent il y a une grande joie de vivre qui se dégage de votre texte. Pourquoi est-ce que vous avez pris ce parti pris de placer vraiment l'humain au cœur de la question, la dynamique personnelle de ces gens? On a l'impression que vous n'avez pas souhaité l'encombrer de discours politiques, ce qui est à la fois paradoxal, puisque votre livre est politique, mais il est humain avant tout. Pourquoi ce parti pris? C'est tout mon travail de théâtre. Je n'écris que du théâtre et pour moi, l'acte théâtral, c'est prendre parole devant des autres, c'est faire des assemblées, c'est faire une assemblée. C'est pourquoi le théâtre, pour moi, est déjà en soi presque un gestus politique. On assemble des gens, même si on n'est pas d'accord. Mais il ne s'agit pas d'asséner des vérités, on assemble des gens, on leur parle du monde, c'est ça le théâtre. On fait récit de ce monde-là, ici et maintenant. Avec humilité pour moi, et qu'est-ce qu'on en pense. Et le débat, il peut avoir lieu derrière. Donc il ne s'agit pas, jamais pour moi, c'est pas une tribune politique, c'est un état des lieux, à un instant T, il se passe ça. Et si l'humain est au milieu de mon théâtre, enfin, l'humain est toujours au milieu de mon théâtre. Pour moi, le théâtre, c'est parler de l'humanité, c'est parler des gens, c'est encore une fois une assemblée face à un discours, face à un récit du monde. Donc, voilà, pour moi, c'est inconcevable de faire du théâtre qui ne mettrait pas en présence des gens. Et j'ai envie que quand les spectateurs quittent la salle, ils aient rencontré des amis ou des gens avec qui ils n'étaient pas d'accord, mais qu'ils aient rencontré quelque chose qui appartient à la communauté humaine. Voilà. Je ne veux pas que du discours théorique. C'est du théâtre, c'est du vivant. Du vivant. Et justement, le théâtre, je trouvais ça très intéressant puisque on a du mal à savoir si c'est un texte théâtral puisqu'il n'est pas mis en forme comme on l'a appris à l'école. En même temps, on n'est pas tout à fait dans la littérature au sens pareil, très classique. Mais ce que j'ai souvent constaté, c'est que le théâtre est perçu un peu comme un espace empoulé où tout le monde, selon son origine sociale, n'aurait pas forcément sa place. Le théâtre a encore un peu cette aura. Comment est-ce que vous travaillez pour le démocratiser et qu'en pensez-vous de cette vision très élitiste du théâtre? C'est une aura bien triste. Après, je pense qu'il y a théâtre et théâtre. Comment dire, c'est vrai que quand une place de théâtre est à 35 €, on peut très clairement dire que ce n'est pas démocratique. Et elles sont souvent à 25, 30, 35 €. Donc c'est vrai que c'est malheureusement le fait que les institutions créent des politiques tarifaires absolument scandaleuses, difficiles, qu'il y a des salaires qui sont hors de prix, que voilà, c'est devenu un art pour les élites presque maintenant. Ce que je regrette profondément, puisque quand j'ai mis en scène par exemple Les Agricoles, on l'a joué dans des fermes, on l'a joué dans des salles des fêtes avec les chaises en plastique orange et des trucs marrons qui datent des années 50. On l'a joué dans des lieux totalement... Voilà, moi, ma manière à moi, quand je mets en scène, parce que j'ai aussi mis en scène, c'est effectivement de faire des spectacles dans des lieux incongrus ou des lieux faciles pour que le plus grand public puisse y aller. Et notamment en Lozère, on a fait plus de 1400 entrées. Donc, c'est-à-dire que le public, s'assembler, il aime ça. On arrête de dire que le public n'est pas en mesure de recevoir un Shakespeare, un Claudel ou un texte contemporain. Il aime ça. C'est tout le travail qui manque entre le texte et le public, enfin, c'est-à-dire tous les acteurs culturels. Mais je peux vous dire que quand on voyait Les Agricoles, c'était tout sauf en poulet, quoi. Et Nous étions debout a été mis en scène par 2 compagnies.
Je vais parler de la mise en scène de La Gîte, qui est une troupe de Toulouse. C'était un spectacle qui est superbe parce qu'il est complètement vivant. Il est sous chapiteau, le public est amené à bouger, à lire des textes. Donc c'est vraiment un théâtre qui est complètement vivant et qui restitue exactement la teneur de ce que j'ai voulu mettre dans ce texte. L'autre compagnie aussi a fait un très beau travail, mais c'est plus un travail de salle. Donc je me retrouve presque mieux dans l'autre proposition qui décartonne un peu, qui bouge tout ça. Donc pour moi, le théâtre, et comme pour beaucoup d'écrivains et beaucoup de metteurs en scène et beaucoup d'acteurs, c'est un tréteau, c'est un acteur et c'est un public. Ça reste ça pour moi profondément. Je veux dire, dans les agricoles, on avait absolument très peu d'argent pour le décor, donc j'ai privilégié tout ce qui était, entre guillemets, salaire pour les acteurs, et on l'a fait avec 3 bouts de ficelle, 3 barrières, des cloches de vache et 4 ballots de paille. Donc, et c'était un spectacle absolument magnifique. Donc, voilà, ce qui est aujourd'hui important, et ça sera extrêmement important pour après le confinement, parce que ma profession est complètement terrassée par ce confinement. Il va y avoir une année blanche pour la plupart des acteurs, des metteurs en scène. Rien ne se joue, tout s'est arrêté, rien ne sera vendu, rien n'a été vu, les festivals sont annulés, donc toutes les créations ne pourront pas circuler. C'est déjà terriblement violent, la réalité économique de ce métier. Et cela, ça va être une hécatombe, quoi. Mais je crois que les gens qui aiment ça, qui sont chevillés à ce type de théâtre, c'est-à-dire prendre parole pour les autres, pour sa communauté, se mettre sur une place publique et faire récit de ce monde, montrer ce monde, qu'on le fasse de manière tragique, joyeuse, comique, peu importe, ça sera plus que jamais nécessaire. Et moi, j'ai l'âge que j'ai, mais j'ai vraiment envie d'aider des gens, des jeunes, à reprendre ce terrain-là, quitte à remonter des tréteaux, quitte à réinventer. Il faudra se faire aider évidemment par l'État, mais il faut, quoi qu'il arrive, continuer à prendre parole partout. Voilà. Donc, nous étions debout et vraiment écrit pour le théâtre. Vraiment. Dès qu'on commence à le lire à voix haute, dès que ça joue tout de suite. On voit des gens tout de suite. On voit, voilà, c'est vraiment un texte de théâtre. Et pour moi, avant tout, le rôle de l'écrivain de théâtre, c'est d'écrire un texte qui s'adresse à l'autre. Vraiment. Et en ce sens, vous êtes proche, en fait, la définition que vous donnez du théâtre est assez proche de ce qu'on pourrait rapprocher à la sphère militante, justement, ce fait de donner de la voix, de rassembler. C'est quand même très proche ce que vous donnez comme image. Oui, en même temps, comme je vous dis, pour moi, profondément, le gestus théâtral est un acte politique, c'est-à-dire écrire un récit sur un état du monde, rassembler des gens qui vont œuvrer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire un objet qui soit esthétiquement beau et chouette à entendre, et rassembler des gens, c'est le principe du théâtre. On prend parole devant la cité, au milieu de la cité. On prend parole pour raconter aux autres un état des lieux du monde. Donc ça, c'est déjà, pour moi, c'est ça le théâtre. C'est pas se déguiser en je sais pas quoi pour faire rire le monde, ou il y a une immense part de distraction, évidemment, il faut que ce soit extrêmement distrayant, joyeux, émouvant, c'est le lieu de l'émotion, c'est le lieu, et c'est pas le lieu forcément du consensus, attention. Pour moi, c'est vraiment, on peut être amené à avoir un magnifique spectacle et ressortir dans une colère noire, donc être en désaccord. Donc oui, pour moi, quand le théâtre est le mieux à sa place, c'est qu'il expose à une assemblée un état des lieux, un état du monde. Mais Shakespeare est comme ça, Euripide est comme ça, Sophocle est comme ça, Molière est comme ça. Je ne fais rien d'autre que de redonner, enfin que de redire là où est né le théâtre, dans l'assemblée. Il est fait pour l'assemblée. Il est fait pour l'assemblée, il est fait pour... voilà, quand je pense aux formes, au théâtre populaire de Jean d'Asté, aux gens qui jouaient dans des fermes, et si on peut rassembler des centaines de personnes en milieu rural devant un Claudel. Oui, mais il n'y a pas de raison. Après, c'est une question d'économie. Voilà, si les places sont à 40 balles, on n'y va pas, c'est sûr, on n'y va pas en famille. Non, on n'y va pas tout court même. Donc voilà, pour moi, le théâtre est à cet endroit-là, vraiment à cet endroit de prise de parole devant les autres, quitte à ce qu'on s'en prenne plein la gueule parce que le public n'est pas d'accord, il trouve que c'est pas bien. Mais
monter sur une scène, oser aller jusqu'à monter sur une scène et convoquer des gens, il faut quand même avoir un truc à dire, quoi. Oui, plutôt, oui. Et ça va être, d'ailleurs, ben là, nous sommes confinés, nous aurions dû être justement sur une petite estrade dans le salon d'expression populaire et de critique sociale à Arras. Euh, le théâtre, comme les actes militants, vont être grandement questionnés. Vous venez de le dire, le théâtre l'est déjà, mais par rapport à la situation que nous vivons et que nous risquons de vivre pendant plusieurs semaines, voire mois, quels vont être ceux qui est au cœur un petit peu des deux, les nouveaux moyens d'exprimer ce qu'on a à dire, que ce soit sa colère, ses combats, ses luttes ou simplement sa vision du monde quand on est auteur de théâtre. Qu'est-ce que ça va être, vous dites, vous Oui, demandez? oui, Je oui. n'ai aucune idée. Je préfère être très honnête et très franche. D'abord, moi, je suis maintenant essentiellement dans l'écriture, hein, donc je peux juste vous dire que sur la partie écriture, c'est très difficile d'écrire parce que je me sens terriblement liée à ma communauté humaine. Je ne me suis jamais autant sentie liée à cette communauté. Je sais pourquoi j'écris. J'ai envie de servir ce récit du monde. J'ai envie de l'enrichir voilà, de ce que je ressens. J'ai envie de. Mais en ce moment, je suis tétanisée de chagrin, de douleur, de colère. Donc tout ça est très mêlé. Et quand sa communauté humaine est tellement en souffrance et abasourdie de questions et d'anxiété, c'est très difficile pour moi d'écrire. Très, très, très difficile. Très difficile de prendre parole. J'ai été prise dans un moment effectivement de colère, d'effroi, de chagrin, de noirceur. Alors je suis quelqu'un de profondément optimiste. Donc je pense que le temps de l'écriture va venir, mais il est pas spontané, il est pas spontanément là. J'ai plus envie de faire des lectures au téléphone pour les personnes âgées. J'ai plus envie de faire des masques pour les gens qui n'en ont pas. J'ai plus envie de me démener là maintenant, d'être relié à faire des choses pour aider. Voilà. Écrire, je sais que c'est aussi quelque chose qui peut ouvrir amener beaucoup de compassion, mais je suis trop dans la colère pour être paisible dans l'écriture. Et après, pour ce qui est des formes à inventer, je ne sais pas. Je ne sais Vous pas, avez encore une fois, peut-être il faut. Moi, je ne suis pas très réseaux sociaux, donc je vais avoir du mal à me dire qu'il faut créer des choses. Je n'ai pas envie de raconter non plus ma vie, mon journal de confiné, ça me gonfle au-delà de tout ce qui est possible, ce genre de truc. Je n'ai pas envie de parler de moi, quoi. Un auteur n'est pas un sujet, sa pensée non plus. Donc, comment faire? Je pense que si je peux m'associer à des compagnies, à des metteurs en scène, à des acteurs qui ont envie de faire, je ne sais pas, une irruption, de faire des spectacles à 15 personnes, de le jouer 30 fois s'il faut pour qu'économiquement ça soit viable pour eux. Si je serais une force d'entraide et voilà, soutien. au maximum. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je pense qu'il faut revenir à peut-être des petites formes ou revenir à du théâtre de rue. Mais ça vaut quand on habite dans le sud et que voilà, là, je suis en Picardie, donc c'est mal barré. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment il faut réinventer ça. En tout cas, moi, mon rôle d'écrivain sera de parler de cet état du monde, en tout cas. Vous avez écrit un texte d'ailleurs pour le monde d'après, donc qui est la nouvelle thématique du Salon d'Arras, qui était au départ la ville, territoire d'utopie. Oui. On est passé au monde d'après et votre texte qui s'intitule Et les animaux réapparurent est à la fois dur et porteur d'espoir. C'est quand même, je vais rappeler en quelques mots, une sorte de dystopie où les animaux ont été éradiqués par les humains, bien sûr, à cause des maladies qu'ils portent ou porteraient, au lieu de chercher, en fait, au lieu de faire ce que les associations de protection animale recommandent aujourd'hui, à savoir arrêter d'exploiter le règne animal, les humains, dans votre nouvelle, ont choisi de les éradiquer. C'est assez sombre. Et ça finit un petit peu, il y a toujours une note d'espoir, mais on sent qu'il y a... Pour être sombre, c'est sombre. Ouais, ouais, c'est sombre. Et surprenant d'ailleurs, ce côté science-fiction. Ouais. D'abord, comme vous l'avez remarqué, c'est une nouvelle. Je n'ai pas su faire théâtre. Quand je me mets à écrire des nouvelles, quand je me mets je dirais, à ne pas pouvoir prendre parole pour que ça soit sur une scène, à ne pas pouvoir faire mon métier qui est d'enrichir, je dirais, ou
d'épaissir les récits théâtraux, j'ai pas pu faire théâtre. Même si pour moi ça peut être dit évidemment en lecture, mais j'ai choisi la nouvelle qui est pour moi quelque chose de beaucoup plus intime et de beaucoup plus proche de la peau, je dirais, dans un moment presque plus recueilli, plus solitaire. Et effectivement, c'est une dystopie terrible parce que tout ce qui me venait était terrible. Mais il faut savoir que pour les gens de la cause animale, cette hécatombe animale a déjà commencé. On a déjà perdu 30% de la faune. Moi, du coup, je me suis beaucoup impliquée aussi dans la cause animale. Et j'entends surtout dire des gens, c'est à cause de la biodiversité, ce virus, le sida, c'était le singe, là c'est le pangolin, le H1N1, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, plutôt que de dire que c'est l'homme qui merde, on va dire que c'est les animaux qui sont porteurs du virus. Donc cette hypothèse selon laquelle il va falloir écarter les animaux de notre vie, elle est plausible, malheureusement. Elle est plausible et déjà, on a perdu déjà énormément de notre faune. Il faut voir maintenant, tout le monde se réémerveille en ce moment de confinement, de revoir des oiseaux, il y a des bestioles qui arrivent, il y a des canards qui se baladent au Palais Royal. Enfin, dès qu'on arrête de les ennuyer, de les importuner, les animaux reviennent, ils reviennent. Mais il faut dire qu'on est dans une société qui les éradique. Tout le monde déteste les pigeons en ville, on ne supporte plus le chant d'une tourterelle. Voilà, donc on est dans un truc absurde. On supporte que les petits animaux bien apprivoisés, les chats, les chiens. Donc, pas qu'ils aboient. Il ne faut pas que les chiens aboient. Faut que... Voilà, c'est ça. Donc cette éradication du monde animal et végétal, parce que là je me suis restée sur l'animal, mais j'aurais pu aller sur le végétal, c'est pareil. Elle est déjà là. On est déjà en train d'avoir éradiquer une grosse partie de la faune. Mais on peut aller plus loin. Donc c'est ce que raconte ma nouvelle, mais on n'ira pas plus loin sans y laisser des plumes. Pardonnez-moi l'expression. Et là, donc effectivement, dans mon récit, c'est terrible, puisqu'il y a un suicide collectif énorme de jeunes gens. Donc je pouvais pas ne pas. Au moment où j'ai écrit, j'avais beaucoup de difficultés à écrire. Ce qui me venait était très très noir, donc j'y suis allée. J'y suis allée dans ce sentiment que si on n'arrête pas quelque chose, à un moment donné, on va s'auto disparaître à nous-mêmes. On va bousiller, on va tuer. Ce qui est déjà en cours, on est bien d'accord. Hein, ce qui est déjà en cours. Je veux dire, je crois qu'il y a des enfants qui n'imaginent même pas pouvoir se baigner dans une rivière, quoi. Donc, qui n'imaginent même pas avoir une forêt sans les arbres tous alignés les uns derrière les autres, comme des piquets. C'est déjà en cours quand on traverse la France. Nous, dans notre région, on a des prés, des champs qui font des hectares et des hectares. Il n'y a pas une haie, il n'y a pas un arbre. On croirait des terrains de foot. Donc, on est déjà dans des paysages complètement abîmés. Donc, tout ce propos rejoint une lutte écologique profondément. Mais au-delà de ça, une lutte spirituelle. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc, oui, c'est une grosse dystopie. Finit quand même sur une note d'espoir. On n'est pas certain. Voilà, mais il y a une lueur, en tout cas. Oui, non. Et puis après, je pense profondément qu'on pourra, à un moment ou à un autre, comment dire, arrêter ce mouvement. Je l'espère vraiment. Espérons que les gens qui vont dans le mouvement contraire vous entendent. Donc je rappelle le livre dont il est question. Je remonte la couverture, même si c'est un peu un reflet. Nous étions debout et nous ne le savions pas, aux éditions La Fontaine. Catherine Zambon, merci pour cet entretien pour le Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, édition confinée en 2020. Merci à vous.